après la grande phase de la métropolisation, c'est peut-être le temps de la ruralité qui est en train de s'ouvrir. C'est des solutions finalement peu coûteuses pour la collectivité, mais toujours à chaque fois pleines de bon sens en fait. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une ruralité. La ruralité, ça se conjugue au pluriel. Les cafés de campagne avec InSite. Merci infiniment, merci à toutes et tous d'être à ce 13e café de campagne. Oui, c'est bien sûr, c'est le temps de la ruralité, n'en doutons pas. C'est le temps d'une ruralité ouverte, généreuse et solidaire, non pas une ruralité fermée sur elle-même. Et c'est surtout le temps de l'égalité, plus que jamais, à l'inverse de tout ce que peuvent nous dire un certain nombre de gens trop souvent dans les médias. Ben non, c'est le temps de l'égalité, en tous les cas, à InSite, c'est ce qui nous anime très fortement. Ce n'est pas un hasard si on a fait ce 13e café de campagne aujourd'hui. C'est la journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes. C'est une des journées importantes sur la question de l'égalité femmes-hommes. Donc, c'est pour nous une émotion certaine d'organiser ce café de campagne sur cette égalité, tant sur cette thématique, tant cette question de l'égalité pour nous est essentielle. Et comme je le disais, nous sommes à InSite des défenseurs de la question de l'égalité, l'égalité des territoires, l'égalité entre les êtres. Et la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, nous le savons, dans les territoires ruraux, mérite d'être travaillée, d'être mise, bien sûr, à l'actualité et d'être travaillée. On le sait trop souvent, l'inégalité salariale, l'inégalité dans les pensions de retraite. Il y a aujourd'hui dans nos territoires ruraux là quelque chose qui est pour nous problématique, en tous les cas, qui nécessite d'être mis en débat. Je veux remercier l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui a travaillé un peu avec nous sur ce café de campagne, en particulier Patricia Andriot. Je ne sais pas si Patricia est déjà arrivée. En tous les cas, merci à elle de ce petit coup de main qu'elle nous a donné. Et sans plus tarder, sans être trop long pour démentir ma directrice préférée, je vais passer la parole à Elsa. Merci, bonjour tout le monde, bienvenue. Je suis d'avance désolée pour cette voix cassée qui témoigne de la chouette semaine que j'ai passée la semaine dernière. Mais c'est la saison, paraît-il, d'attraper le rhume. Mais je suis quand même là et en forme pour animer les 2, voire 3 interviews de cette édition du Café de campagne. Donc, on va commencer avec Constance Lecomte, qui représente l'Observatoire des territoires. Merci Constance d'être venue. L'idée est que vous nous parliez un petit peu de l'étude que vous avez faite sur l'accès à l'emploi et les différences territoriales dans l'accès à l'emploi des femmes. Peut-être qu'avant tout, voulez-vous peut-être dire un petit mot pour vous présenter et ensuite je commencerai mes questions. Ça marche, merci beaucoup. Donc moi, je suis Constance Lecomte, je suis géographe à l'Observatoire des territoires de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, l'ANCT. Et effectivement, j'ai piloté une publication qui est sortie en mars dernier qui porte sur la dimension territoriale de l'accès à l'emploi des femmes. Du coup, voilà, ce café, ça va être l'occasion de répéter un peu les constats que j'ai pu faire dans cette publication. Voilà. Super, bah merci. Du coup, pour rappel, ça se passe de la manière suivante. Je vais poser 2-3 questions et ensuite, vous pourrez, parmi les participants, ouvrir vos micros et poser vous-même des questions ou partager des témoignages si vous avez envie. Mais du coup, je commence. Donc, dans cette étude, quel constat est-ce que vous avez fait sur les inégalités entre les femmes et les hommes dans les territoires ruraux concernant l'emploi? Est-ce qu'il y a des questions d'inégalités sur des questions de chômage, de temps partiel, sur les types de postes occupés, etc. Est-ce que ça fait des grandes différences avec les territoires urbains? Et c'est des questions spécifiquement rurales ou pas forcément? Alors, effectivement, on a constaté des différences assez importantes entre les territoires urbains et les territoires ruraux. Et on a pu faire un certain nombre de constats. Le premier, en fait, c'est que l'insertion professionnelle des femmes qui travaillent dans les territoires ruraux, elle est plutôt meilleure que celle des femmes qui travaillent dans les territoires urbains.
Si on regarde par exemple des indicateurs comme le taux d'inactivité, donc là, c'est au sens statistique, hein, c'est les femmes qui ne sont ni en emploi ni au chômage. Elles sont plutôt moins nombreuses en proportion à la campagne qu'en ville, ça c'est la première chose. Et les femmes aussi des territoires ruraux sont moins souvent au chômage que les femmes des territoires urbains. Donc, le taux de chômage, par exemple, dans les territoires ruraux, pour les femmes, il est à 12%, alors qu'il est à 16% pour les femmes des territoires urbains. Ça, c'est le premier constat. Mais le deuxième constat, c'est que les conditions de travail des femmes dans les territoires ruraux, elles sont plutôt moins bonnes que celles des femmes qui travaillent dans les territoires urbains. Si on regarde, par exemple, des indicateurs comme la précarité, donc là, on parle de la précarité du contrat de travail. Donc, en gros, on va dire qu'on est précaire quand on n'a pas de CDI. Donc, les femmes ont plus souvent des contrats précaires quand elles travaillent à la campagne que quand elles travaillent en ville. Et elles sont aussi plus souvent à temps partiel. Il faut savoir qu'il y a presque une femme sur 3, 31%, qui travaillent dans les territoires ruraux, qui travaillent à temps partiel. D'accord. Donc ça, c'est le deuxième constat. Un troisième constat que j'ai pu faire, c'est que les territoires ruraux agissent un peu comme un amplificateur des inégalités femmes-hommes en matière de conditions d'emploi. Donc, concrètement, ce que ça signifie, c'est que pour des indicateurs comme ceux que je viens de citer, le taux de chômage, la précarité ou encore le temps partiel, l'écart pour ces indicateurs entre les femmes et les hommes, il est d'autant plus grand qu'on est dans un espace rural. Pour prendre un exemple, si on regarde l'indicateur de proportion de personnes en contrat précaire, on a 1,5 point d'écart entre les femmes et les hommes des territoires urbains, contre 5 dans les territoires ruraux. Donc, dans les territoires ruraux, il y a 21% de femmes qui sont précaires, contre 16% d'hommes. C'est bien les 5 points d'écart. Alors que dans les territoires urbains, c'est plus serré. J'espère que c'est clair, mais c'est le point qui parfois est un petit peu difficile à comprendre et c'est plus facile à illustrer en fait qu'à expliquer. Donc le cas échéant, j'ai des petites illustrations que je pourrais vous montrer comme ça. Et enfin, le quatrième constat, c'est que l'offre d'emploi dans les territoires ruraux, elle est moins mixte. Donc en fait, l'offre d'emploi, elle est principalement orientée vers des secteurs à dominante masculine, comme par exemple la construction ou l'agriculture. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que l'emploi des femmes, il est très concentré dans un faible nombre de secteurs, en particulier le secteur du médico-social. Donc, on a par exemple une femme sur 5 qui travaille dans un territoire rural, qui travaille dans un secteur lié au médico-social. C'est 2 fois plus qu'en ville. Et enfin, j'ai un dernier constat qui est pas très probant, mais peut-être qui vous intéressera parce que j'ai souvent des questions sur ce sujet, c'est que les femmes des territoires ruraux sont plus souvent artisanes, commerçantes ou chefs d'entreprise qu'en ville. Donc, 2 fois plus qu'en ville. Néanmoins, le ratio femmes-hommes, il est le même en ville et à la campagne. C'est-à-dire qu'en fait, les métiers de l'artisanat, du commerce et de l'entrepreneuriat, ils sont plus importants à la campagne qu'en ville. Du coup, on retrouve mécaniquement 2 fois plus de femmes qui font ce métier-là à la campagne, comme on retrouve aussi 2 fois plus d'hommes. Voilà. Donc, voilà un peu pour les constats majeurs de cette étude. Merci. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre aussi dans le chat. On les prendra à la fin s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Et dans tous les cas, moi, je vous mettrai dans le chat aussi le lien vers l'étude qui est effectivement bien illustrée avec des diagrammes et pas mal de choses mises en avant et qui permettent de bien comprendre ces enjeux-là. Donc, vous pourrez creuser un peu plus. Du coup, ma deuxième question, c'est plus sur l'impact des circonstances personnelles sur la vie professionnelle. Et notamment le fait de vivre en famille avec conjoint et enfants plus ou moins grands. Est-ce que ça a un impact sur l'emploi des femmes par rapport aux hommes et dans les territoires ruraux par rapport aux territoires urbains? Oui, alors bien sûr, hein, la vie familiale a un très fort impact sur l'emploi des femmes, ce qui n'est pas forcément le cas en fait pour les hommes. Donc ça, c'est une spécificité de l'emploi des femmes. Et la première conséquence en fait du fait que les femmes gèrent la vie familiale un peu plus que les hommes, c'est que les femmes sont beaucoup plus à temps partiel que les hommes.
Et quand on regarde un petit peu les enquêtes sur les raisons pour lesquelles les femmes sont en temps partiel, très majoritairement, c'est pour répondre à des exigences familiales, à des obligations familiales. Et donc, comme je le disais juste avant, les femmes qui travaillent à la campagne travaillent plus souvent à temps partiel qu'en ville. L'écart n'est pas très important, mais en tout cas, voilà, on a à peu près une femme sur 3 qui travaille dans un territoire rural qui est à temps partiel. Donc ça, je dirais que c'est un peu la première conséquence. Pour rappel, c'est aussi le premier facteur de moindre rémunération des femmes, hein, le temps partiel. Donc pourquoi est-ce qu'on a ça? C'est lié à plein de choses, hein. C'est lié à l'organisation, à la répartition du travail domestique dans les foyers. Et du coup, il y a des éléments dans les territoires qui peuvent contribuer à faire que les femmes vont travailler davantage à temps partiel, par exemple. Et ça peut être, par exemple, l'offre de places d'accueil pour les jeunes enfants, donc pour les enfants de moins de 3 ans, puisque en fait, les femmes sont d'autant plus à temps partiel qu'elles ont des enfants en bas âge. Par exemple, pour les mères de famille de 3 enfants, dont au moins un à moins de 3 ans, la moitié, en fait, est à temps partiel. Il faut savoir que ça, par exemple, ça n'a aucun impact sur les hommes, le nombre d'enfants. Donc, pour revenir sur le nombre de places d'accueil pour enfants de moins de 3 ans, ce nombre de places, il est très inférieur dans les territoires ruraux par rapport aux territoires urbains. On a par exemple 49 places d'accueil pour 100 enfants de moins de 3 ans dans les territoires ruraux versus 67 dans les territoires urbains. Donc là, il y a une grosse différence. Et ça peut avoir un impact important sur la possibilité pour les femmes de travailler à temps plein ou de choisir leur travail tout simplement. Et après, ça a une autre conséquence peut-être un petit peu moins connue, c'est sur les mobilités quotidiennes. Donc en fait, les femmes en France en général, hein, ça s'observe partout, assurent davantage ce qu'on appelle les déplacements contraints. Donc, les déplacements pour aller faire des courses, les déplacements pour faire des démarches et les déplacements pour accompagner les enfants notamment, pour les accompagner à l'école, pour les accompagner à leurs activités extrascolaires, etc. Ça, en majorité, c'est les femmes qui assurent ces déplacements. Et du coup, fatalement, ça a une implication sur l'organisation du quotidien. Et ça peut peser en fait sur le choix d'un emploi. Et ce qu'on observe, par exemple, c'est que les femmes résident plus proches de leur travail que les hommes, et ce, en particulier dans les territoires ruraux. Donc, par exemple, les hommes, globalement, vont 10 km plus loin que les femmes pour aller travailler à la campagne. Et donc, ce qu'on pourrait dire, c'est que en fait, le bassin d'emploi des femmes, du fait de ces contraintes, se retrouvent plus limitées. Donc, les possibilités d'emploi sont plus petites puisque le rayon autour du domicile est plus petit. Voilà, c'est un peu les choses qu'on peut dire sur le sujet. Et du coup, pour terminer, c'est assez rapide, mais pour les élus, les intercommunalités, vous avez développé un outil qui permet de faire un diagnostic de son propre territoire sur justement ces questions d'accès à l'emploi pour les femmes. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en quoi ça consiste et comment ça marche s'il y a des personnes intéressées qui participent aujourd'hui? Oui, alors effectivement, depuis tout à l'heure, je fais des constats un petit peu monolithiques hein, où j'oppose territoires ruraux et territoires urbains. Alors, on sait que les territoires ruraux sont très divers. Du coup, pour essayer de nuancer un petit peu, j'ai développé un outil interactif, donc un site internet qui s'appelle SOFIE, pour système d'observation sur les femmes et d'information sur l'emploi, donc SOFIE. Vous pouvez trouver ce site sur le site de l'Observatoire des territoires ou directement en tapant sur votre moteur de recherche le nom de l'outil. Donc, c'est un outil qui permet de faire un diagnostic au niveau des intercommunalités, de l'insertion professionnelle des femmes, de leurs conditions d'emploi et des freins potentiels qui peuvent peser sur l'amélioration de leur accès à l'emploi. Donc, vous allez retrouver un peu tous les indicateurs que j'ai pu citer, le chômage, l'activité, le temps partiel, mais également le nombre de places d'accueil pour les jeunes enfants, la distance entre le domicile et le travail, etc., au niveau de votre intercommunalité et du coup avoir un diagnostic vraiment précis. C'est dans l'application, donc il y a un volet diagnostic et il y a aussi un volet ressources avec une cartographie de l'ensemble des indicateurs qui sont utilisés. Il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a 12 ou 13, je ne me souviens plus, qui sont cartographiés, qui sont aussi analysés
pour expliquer, par exemple, pourquoi est-ce que la distance à l'école, c'est un frein potentiel pour l'accès à l'emploi des femmes. Ça mérite d'être expliqué. Donc, il y a des explications méthodologiques, des explications sur le sens des indicateurs. Il y a aussi des liens vers de la documentation pour aller plus loin sur certaines thématiques qui pourraient intéresser certains. Et puis voilà, l'idée, c'est aussi de donner des petites idées pour qu'il y ait des initiatives locales qui germent sur la base de ces constats. Super, merci beaucoup. J'espère qu'il y a des gens qui participent aujourd'hui, qui iront faire un tour sur cet outil pour faire le diagnostic aussi sur leur propre territoire. On va ouvrir les micros. Du coup, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont des questions, qui ont besoin d'éclaircissement, qui veulent partager un témoignage sur la question justement de l'accès à l'emploi pour les femmes dans les territoires. C'est le moment de vous manifester. Vous pouvez aussi les écrire dans le chat et je peux les dire à voix haute si c'est plus confortable pour vous. Et sinon, il suffit d'ouvrir votre micro et de prendre la parole. Mais peut-être que tout était très clair. Bonjour, Marianne Bézem, l'administratrice d'Insight. J'ai trouvé votre présentation extrêmement intéressante, je vous remercie. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez des données d'évolution en fait par rapport aux données que vous avez observées par rapport au passé récent, par exemple? Quelles sont les tendances en fait par rapport à ces différents constats? Donc, par exemple, sur le temps partiel ou la précarité? La précarité, en fait, ça a tendance à augmenter d'une manière générale, mais ça, c'est pour tout le territoire. Et le temps partiel, c'est des courbes qui ont tendance à se resserrer entre les femmes et les hommes. Mais là, j'ai pas de chiffres en tête, mais sur le site de l'Observatoire des territoires, donc le module qui s'appelle cartographie interactive, je ne sais pas si vous êtes familière de cet outil. Il y a pas mal d'indicateurs, notamment sur l'emploi, qui sont déclinés de façon genrée. Donc, vous allez pouvoir regarder le taux de chômage à plein d'échelons de la commune jusqu'à la région pour l'ensemble de la population et pour les femmes et les hommes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ces indicateurs, on les a en évolution. Donc, en fait, si vous vous intéressez en général ou sur un endroit précis, vous allez pouvoir répondre à cette question sur laquelle, malheureusement, là, je n'ai pas de réponse précise. Merci. J'espère que ça répondait à ta question, Marianne. Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres partages? Je ne vous vois pas tous, donc si jamais c'est le cas, vous pouvez vraiment vous sentir libre d'ouvrir votre micro directement. Bien, si personne ne se manifeste, on va passer à l'interview suivante. Du coup, merci Constance pour ces partages. Il y aura peut-être une ou deux questions dans le chat de retardataires qui auraient des illuminations sur des questions en cours de route, c'est encore possible. Mais du coup, je vais passer à notre deuxième intervenante, donc, qui est Sarah Botti, qui vient nous parler du projet Madame. Sarah, est-ce que déjà, avant toute chose, vous pouvez dire un petit mot pour vous présenter? Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Sarah Botti. Je suis chargée de mission Europe au sein de la Chambre des métiers de l'artisanat Auvergne-Rhône-Alpes. Plus spécifiquement, je suis rattachée au département de Lyon-Rhône. Je suis le chef de projet opérationnel de Madame. Madame est un projet collaboratif dont l'acronyme signifie motiver, accélérer, développer l'accès des femmes au métier de l'agro-artisanat pour une égalité professionnelle sur le territoire rural. Donc, je dois le lire toutes les fois parce que c'est assez long comme titre. Mais ça explique bien en fait l'objectif de notre projet qui a été lancé en 2018 et qui arrive à la fin en ces jours en fait. En tout cas, la fin du projet tel qu'on l'a connu jusqu'à présent. Et en fait, l'objectif de ces projets est de comprendre les facteurs qui freinent la mixité professionnelle, notamment en milieu rural, et mettre en place, à partir de ces constats, mettre en place des solutions adaptées
pour promouvoir l'égalité homme-femme dans l'agro-artisanat notamment. Super, merci. Du coup, pendant la première année du projet Madame, vous avez mené une étude sur le terrain qui d'ailleurs a l'air d'aller beaucoup dans le sens de ce que Constance nous a dit sur les questions de mixité professionnelle dans les territoires ruraux. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quels ont été les principaux résultats de cette étude ? Alors oui, effectivement, on a des constats qui se rejoignent avec ce que je viens d'entendre. Alors j'ai sélectionné, il y a pas mal des retours, j'ai sélectionné, je me permets de partager avec vous en tout cas les enquêtes ou les résultats des enquêtes principales qui nous ont permis après d'orienter les actions que nous avons mis en place. Et donc en fait, on a mené un travail statistique sur les contrats d'apprentissage et aussi un travail d'enquête auprès des jeunes sur les salons d'orientation. Et donc, on parle donc des jeunes qui vont de la 5e jusqu'à la terminale. Donc, et donc, qu'est-ce qu'on a découvert auprès de ces jeunes? Donc, on a notre travail d'enquête, donc notre questionnaire avait 2 parties, était formulé sur deux parties. Le premier, la première partie portait en fait sur donc identifier quels sont les traits d'identification, les traits à travers lesquels les jeunes ils se reconnaissent, les traits à travers lesquels ils se représentent. Donc par exemple les traits de personnalité, je veux dire. Donc on a découvert que par exemple les jeunes garçons ils se reconnaissent plus avec des traits disons genrés masculins. Donc par exemple ils se disent ils sont ambitieux, parmi une sélection d'adjectifs ils choisissent plus souvent ambitieux. Et les filles, c'est sur des traits plutôt genrés féminines. Donc, et se définissent par exemple plus émotives, plus douces, plus sociables, etc. Par contre, sur la deuxième partie de l'enquête, on a essayé de retrouver en fait ces traits et les attribuer à des métiers, notamment à des métiers genrés. On sait que les métiers genrés sont par exemple la coiffure pour les filles, les fleuristes pour les filles, ou la menuiserie pour les garçons, etc. Quand on a demandé aux jeunes de nous expliquer quels sont les traits qu'ils attribuent au métier, et notre découverte était que finalement, la question des genres, entre guillemets, tombe. C'est-à-dire que filles et garçons attribuaient au métier plutôt des traits genrés, disons, féminins. Ce qui nous a porté à dire qu'il y a déjà d'abord une méconnaissance des métiers de l'agro-artisanat. Et il y a les filles qui se projettent beaucoup moins vers ces métiers plutôt que les garçons. On a aussi fait un travail auprès de contrats d'apprentissage et donc des apprentis, donc sur les contrats d'apprentissage niveau statistique. Et on a enquêté des apprentis et on a découvert que déjà pour les jeunes en apprentissage, pour les jeunes garçons, c'est beaucoup plus simple de trouver des offres de postes en apprentissage sur des métiers dits genrés féminins. Concrètement, pour des jeunes qui veulent devenir des coiffeurs, c'est beaucoup plus simple de trouver des postes en coiffure, en apprentissage, plutôt que des filles qui veulent devenir des menuisières. Et donc, qui ont beaucoup moins d'offres d'apprentissage sur ce type de postes. Et l'autre résultat qu'on a trouvé, c'est que quand on a un retour des contrats d'apprentissage, souvent, c'est dû à un mauvais vécu des jeunes sur leur poste de travail. Et donc, il y a un réel besoin de travailler sur les relations hommes-femmes en entreprise. Et donc, ces grands constats, on a orienté les actions qu'on a mises en place par la suite. Merci. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus en détail quelles sont les actions que vous avez menées, notamment de sensibilisation, je crois, auprès des jeunes enfants, mais aussi auprès d'autres publics? Alors, exactement. Alors, donc, en fait, les grands constats qu'on a fait, c'est qu'il y a une méconnaissance des métiers de l'agro-artisanat. Il y a des stéréotypes des genres qui sont ancrés sur les jeunes, mais on s'est questionné à partir de quel moment ces stéréotypes se forment et donc quand il faut intervenir pour déconstruire ces stéréotypes. Et donc là, on a décidé d'intervenir avec les enfants
dès le plus jeune âge. Et quand je parle de jeune âge, en fait, on a toutes les actions que je vous détaille aujourd'hui, elles ont été élaborées par des psychologues du travail. Donc, il y a tout un travail aussi d'ordre psychologique. Et on sait que, par exemple, les stéréotypes se forment déjà dès l'âge de 2 ans. Et donc, on a commencé à travailler, nous, pour faire découvrir les métiers de l'agro-artisanat et pour parler, en tout cas, des métiers de façon non genrée, déjà auprès des plus petits, auprès d'enfants en maternelle et en primaire. On a élaboré 4 jeux, un jeu de mémoire sur les métiers. On a élaboré un plateau de jeu avec les métiers de mon village. On a élaboré des contes sur l'agriculture et l'artisanat. L'idée étant de parler de ces métiers de façon non genrée, de permettre aux enfants déjà de les découvrir de façon non genrée. De façon que si demain, un jour, ils souhaiteront se projeter, eh bien, ils n'auront pas cet obstacle de stéréotypes. C'est des actions, certes, qui doivent être menées dans le temps et à répétition. Donc ça, c'est un premier axe de travail et c'est une action qui s'appelle l'éveil au métier et qu'aujourd'hui, on essaye de mettre en place. On l'a proposé à des écoles maternelles ou primaires, on l'a reproposé aussi au sein des centres des loisirs et on espère de pouvoir continuer cette expérience. On a aussi continué ce travail auprès des jeunes en phase d'orientation. On est intervenu, on espère de continuer à intervenir sur ces jeunes. L'idée étant déjà à travers une intervention en 2 temps. Un premier temps pour parler de l'agro-artisanat, de lui permettre de découvrir ces secteurs qui sont méconnus, pour parler déjà des concepts, des stéréotypes, préjugés. Je vous assure, à l'âge de 13-14 ans, ils ne sont pas clairs, ces concepts. Et ensuite, aller interroger l'entourage, les professionnels de l'agro-artisanat, possiblement qu'ils ont dans leur entourage pour découvrir ces métiers à travers les mots des professionnels et possiblement des façons aussi, encore une fois, non genrées. On a une action auprès des apprentis également. Cette fois, on travaille plutôt les relations des travail en entreprise, l'égalité à l'entreprise. On a mis en place des actions à destination des apprentis qui rentrent en apprentissage et pour lesquels, on vous a dit, on a découvert, pendant la phase d'enquête, on a découvert qu'il y avait des comportements déplacés. Et donc, on a essayé, à travers nos interventions, d'outiller les jeunes pour leur permettre de faire face à des situations de discrimination. Donc, on a par exemple construit des actions innovantes avec des compagnies théâtrales. On a mis en place des ateliers de débat théâtre. On a aussi travaillé avec les apprentis qui sont en fin de leur apprentissage. On est parti du constat que les apprentis d'aujourd'hui seront les chefs d'entreprise de demain. Et aussi que les apprentis, donc en fait, il faut déjà qu'aujourd'hui, ils commencent à réfléchir à leur rôle de demain sur la promotion de l'égalité à l'entreprise. Et on a aussi commencé à travailler avec le maître d'apprentissage, par exemple, sur les cadres légaux qui aujourd'hui peut permettre une meilleure présentation de l'égalité. Concrètement, lesquelles aides existent aujourd'hui, sont à disposition des entreprises pour mettre en place des pratiques égalitaires. Des vestiaires, des outils adaptés, etc. On a enfin une dernière action de laquelle on est assez fiers, et qui cette fois s'adresse au public des encadrants des jeunes. Je pense au corps enseignant, mais plus en général, vraiment même par exemple le personnel des centres de loisirs, voilà, tout personnel qui a affaire avec les jeunes. Et l'idée, c'est on a construit une formation pour leur permettre de proposer une orientation non genrée. Concrètement, aujourd'hui, les enseignants, les professeurs qui travaillent avec des jeunes en 3e et 4e, ils doivent aussi les aider à les orienter, à faire les choix d'orientation des jeunes. Et l'idée, c'est aujourd'hui, les constats est que, encore une fois, les secteurs de l'artisanat et de l'agriculture sont méconnus, donc il faut apporter un contenu sur ça, mais il faut aussi outiller ces enseignants et le permettre d'offrir une orientation non genrée. Donc, on les a mis en situation de construire on leur a proposé des outils, de construire une séance d'animation pour leur public, dans ce sens.
Merci beaucoup. J'ai mis le lien dans le chat vers un peu de détails sur ce projet Madame pour ceux qui voudraient aller plus loin et en savoir plus. Le projet était prévu sur 3 ans. Du coup, là, vous avez dit qu'on arrivait à la fin de ces 3 années. Est-ce qu'il y a des suites de prévues? Alors, tous les partenaires aujourd'hui, ils sont engagés dans la mixité, dans l'égalité homme-femme et dans la mixité professionnelle. Effectivement, les actions que je vous ai détaillées, le partenaire essaye de le poursuivre au-delà donc, du cadre du projet. Donc, aujourd'hui, par exemple, dans les réseaux de chambres des métiers, on a mis en place une formation pour outiller les collègues en dehors du territoire d'expérimentation, les former à ces outils de façon à leur permettre de déployer ces actions sur d'autres territoires. La même chose a été faite par la Chambre d'agriculture, mais au niveau régional, sur la région Nord. On a aussi mis la formation à destination des enseignants, par exemple, aujourd'hui, est inscrite dans les catalogues de formation des enseignants dans l'Académie des Lions. Donc, on espère qu'il y a des corps d'enseignants qui vont se former à ça. Nous, en tant que Chambre des métiers, Chambre des métiers au niveau du département Lyon-Rhône, on propose une offre de services pour permettre de persévérer ces actions à destination, par exemple, des écoles maternelles, primaires, ou encore à destination des jeunes en orientation. On a, dans les cadres de l'expérimentation Madame, par exemple, on a formé des jeunes qui sont en bac professionnel, donc service à la personne au territoire. Donc, demain, concrètement, des professionnels, par exemple, dans le secteur de la petite enfance, on les a formés aux outils Madame. Donc, demain, ces jeunes, ils seront en mesure de reproduire ces actions, par exemple, dans les classes où ils vont faire des stages, ou imaginer des actions sur la mixité, mais dans leur carrière professionnelle. Ça, c'est un peu nos pistes de déploiement actuellement. Merci beaucoup. Du coup, on peut ouvrir les micros s'il y a des gens parmi vous qui ont des questions ou qui veulent partager un témoignage, un ressenti sur cette question des métiers qui sont perçus comme genrés, des stéréotypes qu'on peut avoir, des stéréotypes de genre qu'on peut avoir sur les métiers et de comment on peut lutter contre ça, notamment en travaillant sur ces stéréotypes avec les plus jeunes. Donc, si vous avez une question, une remarque, un témoignage à partager, n'hésitez pas à ouvrir votre micro ou à l'écrire dans le chat. Moi, je veux bien partager une expérience. Donc, Sophie Rigondeau, je travaille à la Fédération nationale d'agriculture biologique, donc la seule organisation de producteurs et de productrices bio en France. Nous, on travaille sur l'égalité depuis 2017-2018. On avait mené une grande enquête sur la place des femmes en agriculture bio. Et depuis, on travaille pas mal sur les sujets d'égalité et notamment sur la représentation stéréotypée de ce que doit faire une femme et un homme dans une ferme, notamment quand les gens sont installés en couple. On travaille un peu avec l'enseignement agricole sur ces questions-là. On a notamment conçu, enfin pas nous, mais on a commandé la conception d'un théâtre forum sur la question de la place des filles et des garçons sur les fermes, qui est plutôt à destination de l'enseignement agricole. Et donc, il y a plusieurs représentations là. La compagnie avec laquelle on travaille s'appelle la Dame de compagnie, intervient beaucoup sur ces questions d'inégalité, en fait, parce qu'on dit qu'on parle d'égalité, mais c'est plutôt les situations d'inégalité qu'on essaye de résoudre. Et voilà, il y a plusieurs représentations qui ont eu lieu ces derniers temps dans l'enseignement agricole. C'est un bon support pour amener plutôt un public ado à réfléchir sur justement les stéréotypes et les représentations qu'ils ont sur la place des filles et des garçons. Voilà, on mène plein d'autres actions. Le témoignage là, qui était fait sur l'accès au stage et à l'apprentissage faisait aussi écho à des constats qu'on fait dans le monde agricole sur l'accessibilité pour les filles, mais aussi pour des jeunes femmes ou des femmes en reconversion professionnelle qui sont plus si jeunes que ça, pour trouver des stages et des maîtres d'apprentissage sur les fermes. On sait que dans certaines productions, c'est plus compliqué que d'autres parce que là encore, on estime qu'une femme va par exemple moins savoir conduire le tracteur que son collègue masculin.
comme si on avait des prédispositions de naissance sur ce genre de compétences. Mais voilà, en tout cas, ça fait bien écho à des choses que nous, on travaille dans le secteur agricole, notamment en bio, mais où on voit bien qu'on touche à des problématiques qui traversent tout le secteur agricole. Merci pour ce partage. Je ne sais pas, Sarah, si vous voulez réagir à ce que Sophie vient d'expliquer. Non, simplement que là, ça m'a fait écho les tracteurs et effectivement, on a des cartes. Avec les enfants, on peut approcher ces questions qui est de manière ludique et c'est normal qu'ils soient comme ça. Et donc, en fait, par exemple, sur les cas, on a créé un memory et on a une femme qui conduit un tracteur également comme un homme. Et c'est comme ça qu'on peut commencer à parler de stéréotypes, casser les stéréotypes avec un public, un jeune âge. Mais il faut que le travail continue et ça doit continuer au long de leur scolarisation jusqu'à la fin et même au-delà. Une action est très bien. En fait, l'un des échos qu'on a eu, par exemple, des écoles dans lesquelles on a intervenu, dans les centres de loisirs, c'est très bien de le faire aujourd'hui, mais il faudrait les répéter dans 2 ans. Ou dans 3 ans, ils doivent retrouver à nouveau une intervention, une action qui leur permet de retravailler ce type de questions. Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, témoignages? Moi, je veux bien intervenir. Je travaille depuis plus de 20 ans sur l'égalité homme-femme, plus sur la question des violences. Et aujourd'hui, je m'attaque à la question de l'égalité professionnelle. Donc là, mon témoignage, il est plus qualitatif. Je n'ai pas de statistiques. C'est mon observation. Mais j'accompagne beaucoup de personnes en reconversion professionnelle. Et dans les récits et parcours que les personnes, les femmes notamment, me disent de leur orientation professionnelle, déjà, la question de l'artisanat n'est pas du tout quelque chose qu'elles ont pu envisager il y a 18 ans ou 20 ans. Et puis, arriver à un âge où, justement, on arrive à se poser les vrais choix de qu'est-ce que j'ai envie de faire et vraiment réaliser mes envies professionnelles. La question de l'artisanat, pour beaucoup d'entre elles, peut être une piste parce qu'elles se rendent compte que finalement, elles aiment travailler en extérieur, elles aiment faire des choses manuelles, elles aiment bricoler, elles aiment être dans des activités comme ça. Même en tant que j'ai des personnes qui sont ingénieurs, qui ont fait des grandes études et qui sont en capacité de se remettre en question totalement. Et puis, au final, qui ne font pas le choix d'aller vraiment sur ce qui pourrait les motiver. Donc, premièrement, le blocage, il se fait dès l'orientation, à ne pas oublier que quand on a 16 ans, 18 ans, l'environnement familial joue, j'ai envie de dire, à 70% sur le choix de l'orientation professionnelle. Donc, il y a aussi peut-être des choses à faire auprès des parents. Et à constater que même avec sa vie en main, ses choix, la notion de liberté et d'autonomie parfois qui est presque pleinement acquise pour ces femmes, finalement, le 360 n'est pas envisageable avec des freins énormes de représentation, de stéréotypes. Voilà, donc c'est dommage, mais je pense qu'il y a quand même les témoignages, l'inspiration d'autres personnes, les programmes dont vous nous parlez sont très, très utiles. Merci beaucoup pour votre partage. Je vois que le temps file, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Merci Sarah de nous avoir présenté le projet. Je rappelle que j'ai mis le lien dans le chat pour ceux qui veulent en savoir plus. Et du coup, Élodie, si tu es toujours là, je te passe la main pour la troisième interview. Bonjour, alors nous allons maintenant accueillir Guillemette Loyer. Bonjour. Guillemette, je suis ravie de t'accueillir pour ce café de campagne. Tu es une habituée du café de campagne depuis le départ. Ça fait des parties des premières à soutenir cette initiative et à être présente. Et aujourd'hui, on est ravis de t'accueillir comme intervenante et pour partager un peu ton expérience. Donc peut-être commencer par te présenter avec l'ensemble de toutes tes facettes
de femmes et d'engagés. Oui, alors c'est moi tout d'abord qui suis vraiment ravie d'être là, côté pile, côté face. Voilà, bravo à tous vos engagements. Donc moi, je m'appelle Guillemette Loyer, j'habite dans le Beaujolais et alors le Beaujolais vert, donc c'est celui qui est plus rural que le Beaujolais voilà, viticole. Je suis donc arrivée en 2016, j'arrivais de la région parisienne et je me suis complètement fondue dans le paysage, investie localement. Alors, tout d'abord bénévolement, ensuite par mes missions, puisque je suis venue ouvrir un espace de coworking, mais aussi aujourd'hui, je suis élue au conseil municipal. Donc, j'ai eu l'impression d'avoir exploré un peu toutes les facettes de ce territoire et j'ai surtout rencontré plein de gens merveilleux, voilà, dont on va certainement un peu reparler. Merci. On voudrait avoir un peu quel constat tu fais aujourd'hui sur les inégalités entre les femmes et les hommes dans la sphère professionnelle et particulièrement dans les territoires ruraux par rapport aux différentes expériences que tu as pu avoir et comment pour toi ces inégalités elles s'incarnent au quotidien et un peu avoir ton retour très… Alors c'est vrai que c'est une question à laquelle je ne m'intéressais pas du tout avant d'arriver là et avant d'être entrepreneur. En fait, j'y ai été rapidement confrontée et alors je suis vraiment contente de témoigner aux côtés de Constance et Sarah parce qu'en fait, des choses que moi j'ai simplement observées, vous les confirmez par des études et des gros projets sur lesquels vous avez avancé. Donc ça va, on n'était pas complètement à côté de la plaque. Et voilà, ce n'était pas une question auquel je prêtais tellement attention. Je me disais, en fait, si on veut, on peut, il y a une place pour tout le monde, il n'y a pas de problème, etc. Sauf qu'en fait, non, je trouve qu'en territoire rural, tout s'exacerbe. On a parlé des problèmes de mobilité, on a parlé des problèmes de garde d'enfants. Moi, je suis arrivée de région parisienne en me disant je vais travailler comme je travaillais en région parisienne. Ah, bah oui, mais pas de centre de loisirs le mercredi. Et puis, une garderie qui ferme finalement assez tôt le soir. Bon, voilà, c'est des choses qu'on n'imagine pas spécialement. Et ce que j'avais envie de relever avec cette question, et ça rejoint vraiment le projet Madame, c'est les histoires de métiers. Et là, je fais un petit clin d'œil à deux Beaujolaises, Laurence et Nadia, qui sont avec nous. En fait, c'est facile quand on parle d'un couvreur ou d'un plombier. Tout de suite, ça fait tilt dans la tête des gens. Et puis, les femmes, elles sont plutôt sur des métiers du type herboriste, couturière, accompagnatrice, ATSEM, enfin voilà, des mots un peu voilà, dont on parle finalement un peu moins. Et donc, pour moi, l'inégalité, c'est surtout une inégalité de visibilité. C'est comment on rend visible voilà, tout ce qui se fait, tout ce qui existe et qui est très empêché par tous les problèmes dont on a déjà parlé précédemment avec les deux intervenantes. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question parce que de toute façon, le sujet est tellement vaste que… On pourrait y passer quelques heures, en effet. Ouais. Et concrètement, que fais-tu ou qu'est-ce que font les femmes que tu as rencontrées ou avec lesquelles tu travailles pour lutter contre ces inégalités au quotidien? Alors, nous, notre truc, c'est de boire des cafés. Non, ça, c'était le petit clin d'œil. Non, c'est de se mettre en réseau. Mais alors, des réseaux informels. Voilà, il y a pas, on n'appartient pas à tel ou tel club ou association ou etc. Voilà, les femmes ont cette tendance à se rassembler. Alors là, je vais mettre un peu un pavé dans la mare, mais quelque part, avant, quand on allait au lavoir, c'était un lieu où on avait l'occasion d'échanger, de discuter, voilà, et en fait, on perd un peu les lieux publics. Et puis là, avec tout ce qui s'est passé avec la crise sanitaire, c'est un peu ça. Et donc, elle recrée des lieux informels où elles peuvent se retrouver. Et donc, on fait réseau tout ensemble, on s'entraide, voilà, sans qu'il y ait aucune obligation, retour sur investissement, etc. Et moi, ma petite part à cet édifice, c'est que j'ai la chance d'avoir un réseau plutôt national assez grand. Et en fait, moi, je leur donne de la visibilité parce que quand elles me parlent de leur projet, je me dis, mais est-ce que tu as pensé à prendre contact voilà, avec telle personne ou avec tel réseau qui ne se trouverait pas là voilà. Et en plus, moi, j'ai eu de la chance. Mes fonctions, c'était chargée de mission, voilà, accueil de nouvelles populations.
C'est ce qui m'avait amené à InSite au début. Donc, voilà, j'avais aussi des clés techniques auxquelles elles n'ont pas toujours accès parce qu'elles n'osent pas peut-être aller voilà, auprès des institutions, chercher du soutien, mais qu'elles vont plutôt demander à des gens qu'elles connaissent, que ça rassure. Voilà, donc on se rassemble. Pour moi, c'est vraiment ça. On fait réseau, on s'entraide et on franchit tout ensemble les portes et les différentes étapes, quoi. Parfait, merci. Tu as une autre aussi facette de journaliste depuis longtemps et peu. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de femmes ici et ailleurs? Oui, alors femmes de visibilité, je pense que c'est aussi un magazine, enfin en tout cas un média qui permet de rendre tout ça un peu visible. Oui, alors c'est vrai que là, cette année, donc 2020-2021, j'ai fait une pause professionnelle et je me suis consacrée à un master en journalisme et communication. Et mon idée, c'était de donner de la visibilité justement aux femmes entrepreneurs de mon territoire. L'aboutissement de ce master, c'est la réalisation d'un premier épisode d'un podcast qui s'appelle « Elles réussissent dans le Beaujolais », qui n'a pour autre ambition que celle de parler de ces femmes qui osent justement sur les territoires. Il y en a partout en France et ailleurs. Voilà. Et j'ai eu la chance, effectivement, de faire mon stage dans le magazine Femmes ici et ailleurs, qui est un magazine distribué uniquement sur abonnement, qui est co-rédigé à Lyon, mais aussi à l'international, sur ce que font et sont les femmes. Et ça a été évidemment très formateur, mais ça m'a aussi convaincu que nous avons encore du chemin tous ensemble, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, pour voilà, faire parler de toutes ces inégalités, mais aussi de toutes les belles initiatives. Et voilà, ce moment ensemble, c'est ça aussi, c'est de dire qu'il existe voilà, des choses qui se font et qui se font bien et qui fonctionnent. Merci. Et si tu avais un conseil à nous donner, une piste de réflexion ou d'action à mettre en œuvre, ce serait laquelle? Déjà, ce serait ne restez pas seul. Voilà, rassemblez-vous. Et puis, j'aimerais aussi vraiment que quand on parle des différents métiers, qu'on parle de l'entrepreneuriat, et là, je parle peut-être aussi plutôt ceux qui sont des élus ou qui travaillent dans des grandes institutions, venez vous rendre compte de ce que sont les nouveaux métiers et des nouvelles formes de travail que ça induit. Et ça aidera aussi beaucoup les jeunes à se projeter si on continue de leur parler de formes de travail qui n'existent plus, qui commencent à être obsolètes. Ils ne vont pas avoir envie de venir de travailler. Voilà, donc messieurs les élus, il y a plein de nouveaux jobs. Venez nous voir, venez en parler avec nous. Je sais qu'il y a, voilà, je trouve que ce que vous proposez là, c'est aussi une forme d'ouverture, de découvrir plein de choses. Voilà, et ça gommera pas les inégalités de territoire. Elles sont de fait comme ça. Il y a quand même plein de choses qui se font, mais ça suffit pas. Donc voilà, rencontrons-nous, discutons et n'opposons pas ruralité et urbanité. Voilà, faisons ensemble et puis voilà. Merci beaucoup, Guillemette. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, n'hésitez pas à ouvrir vos micros et n'hésitez pas sinon à poser des questions dans le chat. Je voyais, hop là. C'est quoi le nom du podcast, nous demande Charlotte de BBD. Oui, alors il s'appelle « Elles réussissent dans le Beaujolais ». Il n'est pas encore disponible sur les plateformes parce que j'ai envie de travailler un peu encore le fond, enfin pas le fond, mais plutôt la forme. Donc il est disponible sur mon site guillemette-loyer.com. Merci. N'hésitez pas à ouvrir vos micros si vous avez des questions complémentaires. Bon, on a parlé des artisanes tout à l'heure beaucoup, hein, c'est Sarah, mais Constance aussi, là, sur les, on a vraiment, nous, constaté qu'elles osent peu, elles osent pas, et pourtant, il y en a plein de ces artisanes, et on a là une de nos entrepreneurs, hein, Laurence, qui les accompagne sur la partie plus commerciale, et elles ont voilà, plein de choses à offrir. Nous, à travers les projets, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément mentionné parce que le temps est court, mais effectivement, une chose qu'on a essayé au maximum de favoriser, c'est aussi la rencontre avec les artisans et les artisanes, notamment dans des métiers genrés. J'imagine, on a animé, on a mis en place une formation d'interétablissement dans le Beaujolais avec des lycées professionnels et des collèges ensemble. Et on a apporté, par exemple, un peintre qui a apporté son expérience dans son métier.
Et c'est la rencontre aussi des personnes qui sont en charge de l'orientation aujourd'hui de nos jeunes avec les professionnels qui peut ouvrir les horizons. Parce que déjà, ces publics, le métier, ils sont méconnus. Ils sont méconnus par la plupart d'ouvriers. C'est dommage parce que tout le monde va chez un boulanger, tout le monde a besoin d'un peintre. Mais quand on pose la simple question, est-ce que vous connaissez un artisan? Et bien, la plupart des personnes nous répondent non. Alors qu'on en est entouré. Donc, il y a une vraie méconnaissance du métier, il y a un vrai, effectivement, besoin de reconnaissance. Et encore plus si on va sur la question des chefs d'entreprise artisanales, quand ils sont des femmes. Aujourd'hui, ils ne sont que les 25% des entreprises artisanales par des femmes. On a déjà augmenté par rapport au passé, mais on espère d'augmenter encore ce pourcentage. Merci. Est-ce que vous avez des dernières remarques, questions? N'hésitez pas à ouvrir vos micros. Oui, moi j'avais juste une dernière remarque parce que j'ai vérifié quelques chiffres suite à la question à laquelle j'étais bien en peine de répondre tout à l'heure. Les dynamiques que je décrivais tout à l'heure, elles sont bien en train de se résorber dans les territoires ruraux, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement de rattrapage, par exemple. En fait, les hommes dans les territoires ruraux sont de plus en plus à temps partiel et les femmes, ça baisse. Donc, il y a un mouvement de rattrapage. Après, l'écart entre les courbes est extrêmement important. Donc, c'est pas pour demain. Et pour ce qui est de la précarité aussi, c'est des écarts qui tendent à se résorber et plus dans les territoires ruraux que dans les territoires urbains. Voilà. Sur les 10 dernières années, je regarde. Merci beaucoup pour la précision suite à la question de Marianne. Allez, moi je me lance. Bonjour à tous et à toutes. Je rebondis par rapport à ce que vient de dire Guillemette et surtout sur un mot qu'elle a répété plusieurs fois, c'est oser. Et une des clés quand même pour une femme et encore plus en milieu rural, c'est d'oser, et c'est oser parler de son projet, oser faire réseau, elle l'a dit et c'est important. Enfin, on l'a grandement expérimenté effectivement avec Guillemette sur le territoire beaujolais. Voilà. Et puis il faut oser et expérimenter. Un métier n'est pas genré, c'est pas vrai. On connaît. Voilà. Je sais qu'il y a au moins Laurence qui connaît une électricienne, une peintre, une plaquiste. Enfin voilà, on connaît des femmes comme ça et pourtant c'est un métier plutôt masculin souvent. Mais en tout cas, c'est vraiment le mot phare en tout cas que je retiendrai pour justement rebondir par rapport à ce que disait Constance. C'est pour éliminer cette précarité et tendre à une égalité homme-femme. Voilà. Merci Nadia. Tu as oublié le café, Nadia, on en a bu beaucoup, hein, des litres. Et du coup, je vais rebondir sur ce que disait Nadia. Effectivement, mes voisines d'en face sont plâtrières, peintres, menuisières, électriciennes. 2 jeunes femmes, elles ont la petite trentaine. Elles travaillent super bien. Elles n'ont pas de soucis pour trouver des clients, au contraire. Et du coup, je me demandais qu'est-ce qui pourrait être fait en partenariat avec la CMA, peut-être pour partager ces expériences-là. Est-ce que des témoignages, est-ce qu'il y a des choses en fait qui sont faites à ce niveau-là? Pardon, en fait, j'ai eu un problème de connexion, j'ai perdu le départ de la question, mais j'ai entendu la femme, la question était de solliciter la CMA, si j'ai bien compris, par rapport au témoignage des femmes dans l'artisanat, je suppose. Oui, c'est ça. Ok. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de reprendre contact de façon bilatérale parce que je sais que, par exemple, au niveau, les différentes CMA, mais elles peuvent mettre sur les différents territoires, peuvent mettre en place des actions différentes. Au niveau national, je sais qu'il y a un trophée Madame qui est mis en place, par exemple.
qui, je pense, les candidatures vont bientôt partir parce que si ce n'est pas déjà lancé, parce que normalement, la remise des prix, il me semble, soit en mars-avril, quelque chose comme ça. Nous, en tant que chambre de métier, plutôt sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon-Rhône, pareil, en fait, on est toujours sur des projets, on essaye en tout cas de s'engager sur des projets qui valorisent la mixité, qui valorisent l'entrepreneuriat féminin dans l'artisanat. Donc, moi, le meilleur contact, je ne sais pas où vous êtes basé, ou en tout cas, je ne l'ai pas entendu, mais je vous propose de reprendre contact directement pour voir quelle serait la meilleure façon pour valoriser ces personnes. Oui, je suis à côté de Villefranche-sur-Saône, dans le Beaujolais. Bah, du coup, en fait, voilà, c'est parfait. Donc, je pense qu'on pourra parler plus directement. Aujourd'hui, ma chambre, par exemple, elle met en place, elle est engagée sur un projet dont l'objectif est valoriser l'entrepreneuriat féminin. Et par exemple, nous, on cherche par exemple toujours des personnes qui sont prêtes pour participer à nos ateliers expérimentaux ou simplement témoigner aussi quand on fait des interventions dans des écoles. Souvent, on est à la recherche des témoins. Parfois, c'est difficile de les trouver, mais encore mieux si quelqu'un nous porte nos attentions. Ok. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon, je vous propose de clôturer ce café de campagne. En tout cas, merci beaucoup à toutes pour vos interventions. Je vais maintenant merci à Elsa aussi pour la coordination et pour clôturer, Thibaut, si tu veux bien reprendre le micro. Merci Elodie, merci à toutes, merci à Constance, Sarah et Guillemette pour vos interventions. C'est vraiment la philosophie des cafés de campagne, c'est connecter des gens. Donc là vraiment, on a eu notre salaire, je dirais, sur ce café de campagne parce que toutes les interactions qu'il y a pu y avoir, on voit bien qu'il y a une problématique qui est importante. Elle est importante dans toute notre société et bien sûr, elle touche partir aussi à la question des territoires ruraux. Il y a de la connexion, il y a des échanges d'informations, de contacts. Donc vraiment, un immense merci. Moi, je vais au nom d'Insight un peu faire nôtre un peu le besoin de visibilité, de rendre visible un certain nombre de métiers. Et en particulier sur la question des artisanes. Je pense qu'un peut-être un prochain café de campagne, on pourrait mettre en lumière et faire témoigner peut-être des femmes qui font ce type de métier, qui sont des fois un peu en dessous des radars, pour les mettre en lumière, parce que c'est aussi ça le travail d'Insight. J'ai entendu aussi qu'il y avait une proposition pour faire un café de campagne sur femmes et agriculture. Pourquoi pas? Je pense que ça pourrait être aussi extrêmement intéressant. Donc, on va infuser et on va travailler. Merci en tous les cas de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous le 16 décembre sur la question des tiers-lieux. Donc, notre prochain café de campagne traitera de la question des tiers-lieux. Donc, inscrivez-vous, faites venir du monde. Nous étions nombreux à ce café de campagne, donc j'en suis très, très heureux. Merci à toutes les équipes d'Insight. Je vous souhaite une très belle journée. Faites attention à vous. Et on finit avec notre petit jingle. À très bientôt. Merci encore à nos intervenants. Merci beaucoup. Après la grande phase de la métropolisation,